Bienvenue sur la chaîne Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique. Je me nomme Prodige Adjoté, généralement connu sous le nom de Mister Bourse. Aujourd'hui, nous allons décortiquer tout le mythe autour de l'intelligence artificielle. Alors, suivez-nous dans cet premier épisode réparti en 3. Bonsoir, Monsieur Donald. Bonsoir. Bienvenue dans cet premier épisode de l'Afrique Digital by BME et dans cet premier épisode de Tout sur l'IA. Merci. Alors, que peux-tu nous dire de l'origine des IA? D'accord. Merci beaucoup. Merci pour la question. Je vais déjà me présenter. Je suis Donald Dagouvi, consultant en solutions IA, également développeur et formateur. Voilà. Alors, la question de l'IA, déjà, il faut comprendre que l'IA, ça ne date pas d'aujourd'hui. Comme beaucoup de personnes le pensent, comme beaucoup de personnes le disent, l'IA ne date pas des années 2020, comme on le dit. L'histoire de l'IA remonte déjà, je vais dire, fin des années 40, voire même des années 40, puisqu'en 1943, il y a déjà 2 Américains qui avaient développé une technologie par circuit électrique qui permettait déjà qui était l'origine d'un peu de ce que nous appelons les réseaux de neurones. Oui. Et puis en 1957, il y a un psychologue américain qu'on appelle Frank Rosenblatt qui a développé ce qu'on appelle le perceptron. Le perceptron qui est le premier réseau de neurones capable d'apprendre. OK. Capable d'apprendre. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui à la base de la technique qu'on appelle le machine learning ou encore le deep learning. Donc, c'est un peu la technologie à la base de l'apprentissage automatique, la base de la formation des IA, en fait. Voilà, donc, l'IA date depuis de là et c'est ça qui a évolué dans le temps. Et dans les années 80-90, beaucoup de personnes ont essayé maintenant de développer, de nourrir un peu la technologie, Donc, comme d'habitude, quand une technologie naît, les scientifiques de part et d'autre s'acharnent là-dessus, selon l'avenir que la technologie présente, pour essayer de l'enrichir, de la développer d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense que c'est en 1989, si j'ai bonne mémoire, il y a un Français qu'on appelle Yann Lequin qui a développé aussi ce que nous appelons le réseau de neurones convolutifs, qui est à la base du traitement d'image. C'est un peu la technologie qui est adoptée aujourd'hui dans les voitures autonomes. La vision par ordinateur et tout, voilà. Donc, c'est un peu la logique, l'historique qui a suivi l'IA. Et jusqu'aujourd'hui, nous voyons un peu les résultats de cette technologie un peu partout, dans nos entreprises, dans nos activités, dans l'utilisation quotidienne de tout un chacun. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Alors, j'avoue que je suis ébloui par l'origine et je ne savais pas que les IA, depuis 1900, la fin des années 1940, avaient déjà vu le jour. Vous avez employé des termes très, très, très techniques. Un peu technique. Ok, d'accord. Je vais en même temps vous poser la question qui suit la logique. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce buzz-là autour de la chose maintenant? Pourquoi voilà, c'est en quelque sorte que... Je pense que tu as compris ma question. Pourquoi c'est maintenant que ça prend de l'ampleur? l'ampleur? Ça prend de l'ampleur, oui, en fait. Ok, d'accord. D'accord. C'est une bonne question. C'est une très, très bonne question. Le problème avec l'IA, déjà, il faut comprendre. D'abord, c'est quoi l'IA? L'IA, intelligence artificielle, l'acronyme de l'intelligence artificielle. Déjà, il faut comprendre que c'est un programme informatique capable de mémoriser des données qu'ont les humains, capable d'analyser ces mêmes données-là et de faire sortir un résultat à la fin, c'est-à-dire de prendre une décision à la fin. L'IA n'est pas une entité vivante. L'IA n'est pas un être humain. L'IA n'existe pas concrètement de manière tangible. Voilà, l'IA reste un programme informatique. L'IA, c'est un logiciel. Tu vois un peu? Voilà. Maintenant, dans sa logique, c'est un programme qu'on entraîne
à faire quelque chose. OK. Tu vois? Maintenant, étant donné que c'est un programme, c'est un système numérique, Oui. il lui faut des données numériques. Tu vois? Mhm. Les données existaient à l'époque, mais pas de manière numérique. OK. Sauf que pour pouvoir entraîner un programme d'intelligence artificielle, il lui faut soumettre des données. Et il lui faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Mhm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. On parle des données des millions de données. Si on veut entraîner une intelligence artificielle à reconnaître ne serait-ce qu'un chat sur une image, on va entraîner ce modèle-là avec plus de 10 millions, voire 20 millions d'images. OK. Tu vois? Voilà. Sauf que dans les années 50, 80, 90, je dois dire même que le monde même n'était pas encore digitalisé. Mhm. Même les États-Unis, le système n'était pas digitalisé. Oui. Tout était, les données existaient, les photos existaient, on voyait déjà des photos comme ça, mais le monde n'était pas digitalisé. Donc, quand la technologie a vu le jour, beaucoup de scientifiques se sont acharnés sur la technologie pour la développer et en faire usage parce que c'est prometteur. Oui. Sauf que tout le monde a rencontré le même problème qui était l'absence des données numériques. OK. L'absence des données numériques. Donc, il a fallu que presque tous les scientifiques attendent que l'Internet arrive, que le système soit digitalisé, numérisé, pour qu'on maintenant ait des bases de données solides, on recueille assez d'informations pour pouvoir entraîner ces IA, pour maintenant se lancer dedans. OK. Et aujourd'hui, nous voyons que tous les systèmes sont digitalisés, numérisés de par le monde. Donc actuellement, c'est avec l'accessibilité des données que les IA ont pris maintenant de l'ampleur. D'accord. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord. Merci pour la réponse. Merci. Existe-t-il des différents types d'IA? Existe-t-il des IA sous différentes formes? Je ne sais pas. Des différents modèles. Des différents modèles d'IA. Oui, OK. oui. Je pense que la logique à la base est la même, Oui. mais les modèles sont différents. Donc, nous parlons déjà des IA génératives, Oui. comme par exemple ceux qui l'utilisent verront ChatGPT, Gemini dans sa forme classique. DeepSeek, ce sont des IA génératives, c'est-à-dire tu leur poses une question, bien tu leur envoies un prompt et puis ils te génèrent du contenu. OK. Voilà, ce sont des IA génératives. Il y a des IA de traitement d'image, OK. qui, voilà, Nano Banana par exemple. Il y a des IA génératrices de vidéos et autres. Donc, ce sont les différents modèles d'IA qui existent. Et puis, à chaque fois que la technologie évolue, tout le monde, chacun essaie, les scientifiques essaient de développer différents modèles d'IA en fonction des besoins et en fonction des objectifs qu'ils veulent atteindre. D'accord. Voilà. Donc, il y a Alors, quand même plusieurs modèles. Je ne pense pas que c'est limité. Il y a plusieurs modèles d'IA quand même. il y a plusieurs modèles Ouais, d'IA. D'accord. plusieurs modèles d'IA. D'accord. Existe une différence entre ces différents modèles? Y Ouais, a-t-il spécifiquement une différence entre ces différents modèles? la différence serait l'objectif. D'accord. Une IA qui a pour objectif de générer du contenu est différente d'une IA qui a pour objectif de générer de l'image. OK. Voilà, donc la différence entre ces IA, je pense que c'est l'objectif pour lequel elle a été entraînée. Elle a été conçue. Oui, elle a été conçue et entraînée. OK. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, quels sont les métiers qui sont menacés? Quels sont les métiers qui sont menacés, que ce soit à court, à moyen et à long terme? Menacé, quand vous dites menacé, qu'est-ce que vous dites par là? Les personnes qui se verront peut-être renvoyées, déjà comme on le remarque aux États-Unis, tu Ouais, vois des entreprises du jour au lendemain qui licencient ouais, des milliers d'employés. voilà. Oui. Je pense que la question, je ne peux pas donner une réponse exacte OK. pour cette question, mais je pense que déjà beaucoup de métiers dans le monde digital sont, Menacés. voilà, bon, je ne veux pas employer le terme menacé, mais je dois dire, il faut comprendre quelque chose. Comme toute révolution technologique, il y a des métiers qui vont disparaître. Mhm. Quand l'Internet est arrivé, Oui. il y a eu des métiers qui ont Disparu du disparu. jour au lendemain. Quand les drones sont apparus, il y a Oui. des métiers qui sont portés disparus. Oui, oui. Les caméramans, le conducteur d'hélicoptère qui devait monter en l'air, tout ça là, ils sont au chômage. Tu Oui, vois. oui, oui. Donc, comme chaque révolution technologique, il y a des métiers qui vont disparaître. Oui. Ça, c'est dada. Maintenant, la question de voir l'IA comme une menace dépend de tout un chacun. Même moi, je conseillerais à chacun de voir l'IA comme un outil. OK. L'IA n'est pas là pour remplacer les humains, mais l'IA est là pour servir les gens. Donc, les métiers qui vont disparaître en bref, ce seront des métiers dans lesquels les professionnels qui interviennent dans ces métiers-là ne veulent pas adopter l'IA, en fait. Ils ne veulent pas adopter l'IA. Si tu es développeur et que tu refuses d'utiliser catégoriquement l'intelligence artificielle, je pense qu'à la longue,
tu vas peiner à avoir du boulot. Parce que moi-même, en tant que développeur, ce que nous faisons avant, en 3 mois, aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, tu peux le faire en 2 semaines, même en 1 semaine. Ce qu'il faut une équipe de peut-être 10 personnes pour faire, aujourd'hui, si vous êtes 2, 3, avec l'IA, vous pouvez le faire. Donc, si toi, tu es encore développeur aujourd'hui et que tu refuses d'utiliser l'IA, malgré les compétences, bien les résultats que nous voyons avec l'IA aujourd'hui, déjà, on peut se dire que d'ici 2 ans, 3 ans, il est fort probable que ta capacité à répondre aux besoins du marché soit menacée. OK. Donc, je dirais que presque dans tous les domaines aujourd'hui, il faut essayer de mettre l'IA à ton service. Il faut essayer d'utiliser les outils IA pour aller plus vite, pour être encore plus excellent, plus performant, Plus productif. plus productif, gagner en temps. OK. Donc, c'est ceux qui vont voir l'IA comme menacée, vont refuser de l'utiliser. Oui. C'est ceux-là qui sont menacés, en fait. OK. Voilà, en bref, c'est ce que je peux dire. D'accord. Je vais revenir un peu plus en arrière. OK. Je vais te demander de me parler. J'entends aujourd'hui parler des agents IA. Ouais. Des agents IA. C'est quoi un agent IA? Il y a les IA, il y a les agents IA. C'est quoi? Ce sont les agents de la FBI ou de la CIA? Les agents IA, en fait, Oui. c'est quoi? C'est aussi un programme. Oui. C'est aussi un programme qui utilise l'IA comme cerveau pour accomplir une tâche précise. OK. Tu vois? Oui. Moi, par exemple, tout récemment, j'ai développé un programme pour un client. C'est un chatbot. Oui. Comme tout le monde le connaît, c'est un chatbot. Sauf que dans ce chatbot-là, j'ai inséré ChatGPT. Oui. La capacité de réflexion de ChatGPT, je l'ai inséré dans ce programme-là. OK. Ce qui fait que, différemment des chatbots classiques, Oui. les chatbots classiques sont entraînés avec des informations précises. Des informations limitées. Limitées. Oui. Voilà. Donc, avec ce même modèle-là, quand tu insères maintenant ChatGPT, au-delà des informations avec lesquelles on a programmé le ChatGPT, Oui. on a programmé Le chatbot. l'agent IA, voilà, le chatbot. Oui. ChatGPT apporte encore un plus dans le côté réflexion. OK. Comment répondre aux questions, Oui. comment entretenir les clients, comment gérer. Parce qu'un chatbot, l'exemple que je prends, c'est un assistant virtuel. Oui. Donc, au-delà de dire, quand tu lui dis, OK, bonjour, je vais essayer de donner un petit exemple. Oui, oui, vas-y. Voilà. Je prends une structure qui vend, par exemple, des produits, des soins de beauté. Oui. OK? On dit au chatbot, il y a le produit X qui traite les boutons sur la peau. Donc, quand quelqu'un vient poser la question, produit X, fais quoi? Tu réponds, traitement de boutons sur la peau. Sur la peau, oui. Ça, c'est un chatbot classique. Oui. Quand quelqu'un va lui poser la question, par exemple, est-ce que ce produit est bon pour quelqu'un qui a des traits clairs? Étant donné qu'on ne lui a pas donné une réponse pour envoyer à quelqu'un, Oui. par rapport à cette question, Oui. le chatbot se verra soit planté ou soit d'habitude, on lui donne une réponse par défaut Oui. pour des questions dont il ne connaît pas la réponse. Et on lui donne maintenant de renvoyer la personne vers un spécialiste, un professionnel, soit de contacter tel numéro de l'entreprise. oui. Voilà. Mais maintenant, quand tu insères ChatGPT comme cerveau dans ce programme-là, oui. ChatGPT va maintenant faire quoi? Analyser oui. les composants de peut-être de ce produit de beauté-là, le oui. produit X. Oui. ChatGPT, en analysant ce produit X, verra que okay, les composants de ce produit X, ça comporte peut-être une acide oui. qui n'est pas bonne pour les personnes de teint clair. Oui. Voilà. Donc, ChatGPT ne va pas se planter, ou bien le programme agent IA maintenant ne va pas se planter. Oui. Le programme agent IA dira peut-être que, OK, selon les composants de ce produit X, tel produit n'est pas bon pour les personnes de teint clair. Alors, je pense que tel produit n'est pas adapté pour les personnes de teint clair. Alors qu'on ne lui avait pas dit ça avant. OK. Tu vois? Il est parti en fait chercher les informations concernant le produit ayant trait à une peau claire. Voilà. Donc, c'est un peu la différence entre un agent IA et une intelligence artificielle en général. D'accord. Voilà. Donc, c'est après, je pense que les téléspectateurs auront compris. Bien. Voilà. Nous allons maintenant revenir en Afrique. Ouais. C'est-à-dire, là, nous allons parler des IA en général. Nous allons parler de réellement ce qu'on rencontre comme problème en Afrique. Nous allons parler des freins et des obstacles que nous rencontrons vis-à-vis de l'IA en Afrique. Pourquoi nous n'avions pas une avancée, nous n'avançons pas au même rythme que le monde actuellement en matière d'IA. OK.
OK. C'est une question très, très pertinente, je Oui, pense. je pense que cette question a été posée, va être posée à tous les intervenants et OK. voir et avoir différemment vos avis OK. sur ce sujet. OK. C'est une question très pertinente. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui une question qui est au centre de beaucoup de débats Oui, sur des forums concernant l'intelligence artificielle en général. oui, Voilà. Alors, l'Afrique raconte principalement 3 grands problèmes vis-à-vis de l'IA. oui. Le premier problème, c'est l'absence des données. Aujourd'hui, encore en 2025, si je prends l'exemple de mon cher pays, le Togo, il y a encore beaucoup de services administratifs ici au Togo qui ne sont pas encore digitalisés. Digitalisé. Et si nous parlons des services administratifs qui ne sont pas encore digitalisés, voilà, qu'en est-il des services privés, des services classiques et tout? Tu vois? Sauf que quand ce n'est pas digitalisé, Oui. c'est que les données ne sont pas exploitables par les Manque de intelligences. données. Voilà. Donc, le plus grand problème que l'Afrique rencontre vis-à-vis des intelligences artificielles, c'est l'absence de données. Absence de données. Sauf que nous avons besoin d'énormes quantités de données pour pouvoir entraîner les modèles d'IA. Vous voyez? Le deuxième problème, c'est le financement. Les projets d'intelligence artificielle coûtent énormément cher. Le problème, c'est le financement, c'est le problème de tous les entrepreneurs. Presque tous les entrepreneurs. Oui, bon, le financement sur le continent africain en général. C'est un problème. Ouais. Et vis-à-vis dans le domaine de l'IA, ça coûte très cher. Je pense que les États-Unis ont alloué plus de 500 milliards de dollars pour un projet de data center, un projet qui s'appelle Stargate, si je prends bien, ouais, projet Stargate. Data center, c'est pourquoi? C'est pour stocker les données. Voilà, pour solidifier le domaine de l'intelligence artificielle. Artificielle. Donc, dans les intelligences artificielles, quand le modèle est conçu, Oui. il faut l'entraîner. Et pour l'entraîner. Voilà. Pour l'entraîner, ça demande d'énormes ressources. D'énormes ressources. D'abord, quand nous parlons côté serveur, il faut des serveurs solides avec des puissances de calcul très, très, très élevées. Et la consommation d'énergie. Consommation d'énergie. Déjà, en Afrique, nous avions des problèmes liés à l'électricité. Ben voilà, attends, tu sais. Donc, nous avions des problèmes liés à l'électricité. Nous avons plein de soucis. Voilà, si déjà nos frigos ont du mal à fonctionner à la maison, si nos climatiseurs sont tout le temps en baisse et tout, oui. Voilà, je crains comment nous allons alimenter les data centers. Les data centers, voilà. Qui consomment énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Est-ce que je peux dire que ce problème de la non-digitalisation aussi est lié peut-être à la non-accès peut-être aux technologies? Je peux prendre les milieux reculés comme... bon, déjà, nous sommes à Lomé, mais il y a des milieux à Lomé où les gens n'ont même pas accès à l'électricité, je peux dire, qui ne sont pas familiarisés avec les outils technologiques, nos mamans. Donc, ces données sont difficiles à recueillir et à accéder à ces données. Quelle solution réelle pour pallier à ce problème? Écoute, bon, je ne fais pas de la politique, mais je pense que il y a la responsabilité politique qui est engagée. Hein, parce que les pays qui le font, ce ne sont pas les populations forcément qui le font. Ce sont dans la plupart des cas, c'est le gouvernement qui met la main à la pâte. Parce que pour digitaliser des services dans un pays, si le gouvernement, par exemple, ne déploie pas de l'électricité dans une zone, ne déploie pas de la connexion Internet dans une zone, je ne vois pas les habitants de cette localité-là payer des smartphones ou bien aller souscrire à certains services et tout. Si le gouvernement ne digitalise pas les inscriptions en ligne, les services administratifs et tout, je ne vois pas un citoyen aller digitaliser les services administratifs. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, je pense que la question de digitalisation de l'absence des données est beaucoup plus une responsabilité gouvernementale. Je vais un peu m'arrêter là parce que même si les privés le font, à un moment donné, il faut forcément qu'ils collaborent avec les autorités compétentes. Voilà. Donc, à ce moment donné, s'il n'y a pas cette collaboration, moi, je peux développer un système qui permet, par exemple, aux écoles publiques de pouvoir donner accès aux élèves de s'inscrire en ligne. Que ce soit les écoles du cours primaire jusqu'au secondaire. Déjà, il y a une énorme base de données. Quand ils s'inscrivent, leur information, c'est déjà une énorme base de données. Mais si je crée cette base-là, si je crée cette plateforme-là, mettre en place ce projet. Je suis dans l'obligation d'aller collaborer avec le gouvernement. Il faut qu'ils acceptent ce projet-là pour l'implémenter
Oui. dans les établissements. Il faut qu'ils me donnent l'autorisation. Oui. Il faut forcément une collaboration. Une Si collaboration. cette collaboration n'est pas là, Oui. ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas Voilà. fonctionner. Donc, encore, ça revient toujours à la responsabilité gouvernementale. Donc, je pense qu'il faut encourager le gouvernement à adopter ces politiques de digitalisation. Voilà. D'accord. Quels sont les plus grands malentendus sur l'IA aujourd'hui? Que l'IA est une menace pour l'avenir. L'IA est une menace. C'est l'une des malentendus. Ouais, que l'IA va nous tuer, que l'IA va faire perdre tous les boulots. Ça, c'est pas vrai. N'oubliez pas, comme je l'ai dit jadis, Oui. chaque révolution technologique fait disparaître des emplois. Mais au même moment, ça crée aussi d'autres emplois. De nouveaux emplois. Voilà. Oui. Avant, dans les années 70, il n'y avait pas d'informaticiens. On dit que non, moi je suis informaticien. On dit quoi? Tu es informaticien quoi? Voilà. Aujourd'hui, on parle d'informaticien. Oui. Avant, tu ne vas pas dire je suis community manager. Tu as quoi? Non, je suis graphiste. Non, mais c'est pas sérieux. Oui, On connaît les dessinateurs, on connaît les peintres. Oui. Mais on ne connaît pas des graphistes. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, avec la révolution technologique, Internet et tout, il y a de nouveaux métiers. Même votre titre en tant que consultant IA. Voilà. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Même avant dans les années 2010 et tout, oui. Il n'y a pas ça. Donc, l'IA va faire perdre des emplois. L'IA va aussi créer des emplois. Il faut juste s'adapter. Non seulement s'adapter, mais prendre le train en marche dès maintenant. Mettez l'IA à votre service. Voilà. Donnez-nous 3 opportunités immédiates, sans gros capital, qui peut permettre à un individu lambda de se lancer dans l'IA, de trouver son chemin dans l'IA. Opportunité pour se lancer dans l'IA. Oui. Je pense qu'il n'y a qu'une seule opportunité, c'est de commencer par utiliser les outils IA qui sont disponibles. Commence par les utiliser dans ton quotidien, dans ton entreprise. Apprendre à l'utiliser. Déjà, il faut apprendre à l'utiliser et il faut l'adopter. Il faut l'adopter. Il y a des gens qui savent qu'il y a quelque chose qu'on appelle IA, mais qui n'ont jamais pris cette curiosité-là d'aller voir ce que c'est, de voir comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser à leur avantage. Alors que dans ton service, peut-être que l'IA peut être d'un atout considérable. Mais je trouve que cela nous amène aussi beaucoup aujourd'hui à la paresse. ChatGPT dans tous les téléphones, je pense que on ne sait même plus écrire. On ne sait même plus aligner 5 mots correctement. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas faux. La révolution technologique, comme je l'ai dit, ça a son pour et ça a son contre. Ça a ses avantages et ça aura toujours ses inconvénients. Il faut que chacun prenne conscience de son côté pour savoir que l'IA doit être un outil pour aller vite, pas pour remplacer certaines choses. Je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères qui préparent leur mémoire, les thèses et tout avec l'intelligence artificielle. Oui. Voilà. Ce qui, je pense qu'à l'avenir, va réduire un peu la qualité des nouveaux diplômés. Demain, supposons que d'ici 5 ans, tu vois quelqu'un qui se positionne devant toi, qui dit, bon, moi je suis docteur, j'ai fait de la médecine, je viens de soutenir ma thèse et tout. Tu peux essayer d'échanger avec lui dans son domaine, tu verras qu'il a le titre de docteur, mais dans sa tête, excusez-moi le terme, c'est un peu vide. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé l'IA. Supposons que c'est un chirurgien. Un chirurgien qui a soutenu, qui a obtenu son diplôme et tout, mais qui avec l'IA, il n'est capable de rien. Maintenant, il va aller opérer avec quelle connaissance? Tu vois? Donc, je pense qu'avec cette révolution technologique, déjà, il faut que est-ce que c'est pas seulement c'est pas seulement le gouvernement, même dans le privé, il faut déjà commencer par prendre des dispositions pour éviter que l'IA devienne un outil qui détruit la qualité ou bien la compétence de tout un chacun. Tu vois, l'IA ne doit pas réduire, par exemple, la qualité d'un médecin. Un médecin qui doit prescrire des médicaments prescrits, c'est pas forcément, tu vas demander à l'IA dans ton domaine, lorsque tu seras à l'hôpital, il y aura quelqu'un qui est dans un état urgent. Tu vas pas aller demander à l'IA de te prescrire un médicament. Donc, il te faut des compétences, il faut que tu maîtrises ton job en partie. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, les gens l'utilisent déjà pour obtenir leur mémoire, pour obtenir leur diplôme, soutenir la thèse et tout. Oui. Peut-être qu'à l'absence de l'IA, ils n'allaient pas l'obtenir. Tu vois? Donc, déjà là-bas, il y a un problème. Il faut que c'est même le jury. C'est un exemple que je donne. Il faut que le jury, déjà, commence par prendre des dispositions pour pouvoir savoir que lui, là,
il est là, il soutient sa thèse et tout, mais est-ce qu'il est réellement compétent ou bien c'est l'IA? Parce que le jury sait que l'IA existe. Oui. Le jury sait que les gens l'utilisent pour préparer leur mémoire et tout. Oui. Maintenant, le jury doit prendre des dispositions de telle sorte que ceux qui sortent Oui. soient réellement des gens compétents. Oui. Pas seulement des gens, voilà, des gens qui ont utilisé l'IA pour sortir. Qui ont utilisé l'IA pour Voilà, s'en qui ont sortir. utilisé l'IA pour obtenir le diplôme. Voilà, déjà, il faut commencer par prendre ces mesures-là. Sinon, demain, nous aurons une génération de jeunes diplômés, mais avec une tête off, la capacité off. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer d'une manière très, très, très fulgurante. Est-ce qu'on peut arriver réellement à détecter, avec l'amélioration du jour en jour, de l'IA, des IA qui sortent tout le temps, et je pense que ça ne va pas s'arrêter, ça va aller beaucoup plus vite. Est-ce qu'on arrivera réellement à détecter le faux du vrai? Ça dépendra toujours des mesures que chacun prendra dans son domaine. Moi, par exemple, demain, je montais récemment un cabinet, par exemple, si je veux recruter quelqu'un, sachant que, OK, l'IA aujourd'hui au service de beaucoup de personnes, sachant que potentiellement, il a utilisé l'IA pour obtenir son diplôme et tout, je ne vais pas lui dire, OK, où est ton diplôme? Il va monter, OK, je suis ingénieur à temps, j'ai un master à temps, j'ai un master à temps, et puis je le recrute, et puis je lui donne le boulot. Non. OK, peut-être que ça va lui permettre de passer peut-être l'étape du CV. Mais maintenant, l'entretien, je te dis, OK, tu dis que tu es un développeur, tu es spécialisé en data, tu es un data scientist, OK, d'accord, allez, tu maîtrises quel langage? Si je tant, tu maîtrises, si je maîtrise, c'est OK. Je lui donne déjà des traitements à faire. Je lui donne du boulot réel. En pratique. En pratique, est-ce qu'il maîtrise le langage, des langages de phare des data scientists, le SQL, SQL, NoSQL, est-ce qu'il maîtrise des frameworks importants? C'est-à-dire ce qu'il faut pour un data scientist. Est-ce qu'il le maîtrise? Est-ce qu'il a les compétences? Je le mets au défi. Qu'est-ce que tu sais faire? S'il arrive à m'impressionner ou bien à donner des résultats, ne serait-ce que des résultats adéquats, des résultats standards, mais des résultats de base déjà qui peuvent me permettre de monter ou bien d'atteindre l'objectif pour lequel j'ai besoin de lui, je pense que je lui donne le poste. Mais si au même moment, il a le titre et que sur le champ, il n'arrive même pas à écrire quelques lignes de code, il ne maîtrise pas Python, il ne maîtrise pas ci, il ne maîtrise pas ça, il n'arrive à rien faire, mais je ne le prends pas. Imagine dans 5 ans, ça devient en fait la norme d'utiliser une IA. Un peu comme nos téléphones. L'avenir des téléphones, des smartphones. Il y a nos mamans qui ont créé peut-être au 666. Ça devenait la norme, c'est-à-dire un développeur qui, voilà, les IA peut-être le font à la perfection et plus rapidement. Et tout le monde l'adopte. Et ça devient en fait la norme. Sur cette base-là, est-ce que tu vas recruter une personne qui sait l'utiliser, qui sait utiliser l'IA ou une personne qui maîtrise le code? La question, c'est une belle question, encore une question très pertinente. Je pense qu'il ne faut même pas attendre d'ici 5 ans. Je l'ai dit que je vais recruter aujourd'hui quelqu'un qui maîtrise un peu son boulot. Mais si moi-même aujourd'hui, je veux recruter un développeur et le développeur me dit qu'il ne connaît rien en IA, déjà, je ne vais pas le recruter. Même s'il est très bon. Même il me dit qu'il ne connaît rien en IA, qu'il n'utilise jamais l'IA. Même aujourd'hui, je ne vais pas le recruter. Donc, ce n'est pas dans 5 ans que je vais recruter quelqu'un par ses compétences uniquement. Tu vois? Il faut comprendre une chose. Dans les entreprises, les procédés, ce n'est pas trop ce qui compte, mais c'est le résultat qui compte. Si j'ai besoin de quelqu'un pour les bases de données, pour gérer les bases de données clientèle et tout, si la personne vient avec son outil et avec sa machine et l'IA, il arrive à produire les résultats que j'attends de lui, mais je le recrute. Immédiatement. Ouais, je le recrute parce que mon objectif est atteint. C'est ce que je veux de lui. Mais s'il vient dire que non, il n'utilise pas l'IA, OK, avec ses propres compétences, il le fait. Moi-même, en tant qu'expert dans l'IA, je sais qu'il va le faire avec l'IA, ce qu'il fait peut encore faire mieux. Donc, qu'est-ce que je le fais? Je l'aide à pouvoir adopter l'IA. Je le forme à cette culture de l'IA. L'IA sera quasi indispensable dans certains métiers dans l'avenir. Un développeur sans IA, c'est très dangereux dans l'avenir. Donc, je donne déjà un conseil à tous les développeurs, les graphistes, les photographes, tous ceux qui font un métier dans le monde du digital, commencez dès aujourd'hui à vous former dans l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle. Parce que d'ici quelques temps, ce sera indispensable pour votre propre survie. Alors, Monsieur Donald, nous allons demander votre mot de fin pour cette première partie.
Ah, ok, d'accord. Déjà, merci pour l'invitation. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'échanger avec vous sur les thèmes. Merci à vous. L'IA aujourd'hui, l'IA, euh, malgré le fait que l'IA soit aujourd'hui partout, beaucoup de personnes restent encore, je vais dire, entre griffes méconnues de ce sujet-là. Oui, Donc voilà, il faut réellement beaucoup de ces genres d'échanges pour permettre à chacun d'adopter cette culture. oui, Donc, merci pour l'invitation, ça m'a fait beaucoup plaisir. Au même moment, nous lançons bientôt une formation, un bootcamp qui sera complètement gratuite, en présentiel et en ligne, qui a pour objectif de former les professionnels de n'importe quel domaine oui. à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Voilà, et à ça, nous allons associer beaucoup d'autres formations dans le domaine du digital, que ce soit dans l'économie numérique, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit dans le marketing digital. Donc, nous allons un peu associer à ça, juste pour objectif de sensibiliser un peu la population à la culture de l'IA. Voilà, donc très bientôt, restez connectés, restez branchés. Abonnez-vous à cette chaîne parce que les informations vont beaucoup circuler ici. Voilà, Merci. merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre présence. Merci à vous.